Bienvenue donc à ces amphis 2022 à Châteauneuf-sur-Isère. Voilà, il fait un peu chaud, quoi. Pour ceux qui étaient en manque de la canicule, bah voilà, il y a une petite séance de rattrapage. Donc nous sommes là donc dans la première journée. Merci d'être là pour cet atelier cette conférence extrêmement intéressante et importante, et merci aux intervenants et aux intervenantes d'être présentes sur les collectivités territoriales face à l'inflation, comment agir pour sauver les services publics locaux et soutenir le pouvoir d'achat des habitants. Donc moi je me présente, je suis Émilie Marche, je suis conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes, donc dans l'opposition bien sûr LFI, donc je suis un peu la locale de l'étape. Je remplace Delphine qui a eu un remplacement. J'excuse René Revol qui devait être là, mais qui a eu un petit souci d'intoxication alimentaire. Donc voilà, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Et donc du coup, j'ai Patrick Parcy qui le remplace et qui est maire de Flash-Tuménil. Nous avons aussi avec nous à côté Guillaume Chaussmy, donc qui est maire dans une petite commune de combien d'habitants ? 937 habitants à Pont-de-Chrétien-Chevenay. Et voilà, il est aussi coprésident du réseau des élus insoumis et citoyens. Il nous en dira aussi quelques mots. Nous avons aussi Philippe Rio, qui est maire communiste donc de Grigny et qui a été désigné, élu, je ne sais plus, mais meilleur maire de France, de Navarre, du monde, de France, de Navarre et du monde, même j'allais. L'année prochaine, ça sera intergalactique. Et Natacha Paumet, qui est secrétaire générale de la Fédération CGT des services publics, parce que bien sûr, dans les collectivités, sans nos agents et sans nos fonctionnaires, quand on est élu, on ne peut pas faire grand-chose. Et Marianne Maximi, qui est députée LFI NUPES de la première circo de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. Voilà. Donc, je vais commencer pour nos intervenants par une question très simple. On le voit bien, nos services publics, ils sont, c'est de plus en plus compliqué. Bon, quand il y a ce proverbe populaire, moi que j'entends beaucoup sur les piquets de grève, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc on dit que les services publics, on donne moins de sous, on donne moins de moyens et ça pèse. En plus, avec l'inflation, ça va coûter en plus. En plus, avec pour ceux qui ont Macron, il n'a pas dit grand-chose, et même les candidats macronistes pendant leur campagne législative, sauf que le quoi qu'il en coûte, c'est les collectivités territoriales qui allaient payer. Donc c'est à peu près plus de 80 milliards. Donc comment, avec tout ça, on fait pour sauver nos services publics, sachant que les collectivités, notamment toutes les collectivités, doivent rendre chaque année un budget en équilibre et qu'on ne peut pas s'amuser comme l'État. Donc sinon, il y a le préfet qui arrive et ils vont peut-être vous raconter. Et là, c'est le préfet qui fait des ciseaux et c'est pas forcément ce qui est mieux à faire. Donc Philippe, le meilleur maire du monde, comment on fait dans ce contexte pour sauver nos services publics ? Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de cette invitation. Je suis très heureux d'être aux amphis cette année. D'abord, on n'a pas de baguette magique, ça commence mal. Pour autant, ne jamais oublier qu'un élu local, un maire encore plus, c'est un collectif. Un maire, ce n'est pas un super-héros. Il y a un collectif d'élus, mais aussi d'agents municipaux. Et l'une des avancées importantes de ces 40 dernières années, je reviendrai, c'est la fonction publique territoriale. Et donc nous avons atteint un niveau de compétence, de savoir-faire, de savoir-être dans nos services publics locaux, grâce à ces femmes et ces hommes qui font vivre le service public locaux. Bien évidemment, on sort de 2 dernières années qui ont redonné du sens. Je parle bien évidemment à ce que nous avons pu mettre en œuvre dans la proximité, la quotidienneté, que ce soit dans la ruralité, les territoires populaires ou
les métropoles ou les villes moyennes ou les villes intermédiaires. Je parle bien évidemment à la manière dont nous avons réagi à la crise du Covid et où nous avons été près de nos concitoyens. Fondamentalement, on a tous nos petites astuces, nos engagements qui fait que nous résistons et nous résistons. Mais ça fait une vingtaine d'années que nous résistons. Et je crois que le plus grand des défis et des chantiers que nous avons devant nous, c'est celui de la refondation de la décentralisation. Il y a 40 ans, on l'a oublié, lorsque la gauche arrive au pouvoir, en 82-83, il y a, à travers les grandes avancées démocratiques de ce pays, un fait majeur dont on a oublié de fêter les 40 ans. Ça se comprend parce qu'en fait, c'était juste un mois avant les présidentielles. Donc c'est passé incognito. Mais il y a 40 ans, notre pays, avec la gauche au pouvoir, crée la fonction publique territoriale et donne des pouvoirs aux pouvoirs locaux. Ce bilan-là, nous ne l'avons pas fait. Je crois que nous l'avons fait et que nous avons un chantier des 3 prochaines années à construire ce que doit être une nouvelle loi de décentralisation. Je dis cela parce qu'en fait, tous les ans, les gouvernements libéraux font du bidouillage, la différenciation, la déconcentration, la nouvelle loi de décentralisation, la loi MAPTAM, la loi NOTRe. Vous inquiétez pas, je n'entrerai pas dans les détails parce que c'est hyper compliqué, mais c'est fait pour. Et donc, ce bidouillage de la République libérale n'a eu de cesse, en fait, de réduire les moyens financiers aux collectivités locales et aux pouvoirs locaux. Et en fait, c'est sans fin ce tour de vis. Et donc, nous avons un chantier majeur où il nous faudra de l'audace, de la radicalité, parce que nous avons acquis ces 40 dernières années, je le disais, avec ces hommes et ces femmes, un savoir-faire assez exceptionnel. Et notre pays a besoin d'un nouveau souffle territorial, sachant, et je terminerai par là, que les fractures territoriales sont importantes dans notre pays. Et donc, ce nouveau pacte républicain, territorial, social, écologique, passera inévitablement par les territoires. Et donc, on doit se mettre au travail collectivement pour réécrire ce projet d'émancipation. Parce que ce projet d'émancipation républicain passera par les territoires, c'est obligatoire. Et dernière chose, parce qu'on a beaucoup tendance, et c'est un grand jeu des gouvernements qui se sont succédés, de cette république libérale qui nous affaiblit régulièrement, c'est d'opposer les territoires. On oppose les gens, on oppose les ruraux aux urbains, on oppose les métropoles aux villes de montagne, etc. Et dans ce grand jeu de division des Français, on divise aussi les territoires. Et on voudrait nous faire croire que entre villes populaires comme Grigny, 30 000 habitants, 50% de la population a moins de 30 ans, 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté, 25% des élèves vont jusqu'au bac, 50% des élèves sortent du système scolaire sans diplôme. Nous serions en compétition avec Fâche-Tuménil ou mon ami de la ruralité. Pont-Chrétien. C'est un piège qui est terrible et qui est tendu systématiquement. Et en fait, si on regarde précisément, on a 15 millions de nos concitoyens en France qui vivent dans des territoires en décrochage. La ruralité, les villes populaires, les territoires d'outre-mer, les villes d'outre-mer, les bassins de reconversion industrielle. Et donc je crois que dans ce nouveau service public, dans cette nouvelle décentralisation, la question de la péréquation, de l'égalité dans ces territoires qui en ont le moins, est un enjeu majeur et c'est le deuxième sujet que je voulais aborder et je terminerai. Travaillons à une loi, collectivement à une loi de décentralisation et regardons de près ces territoires où il y a 15-20 millions de nos concitoyens qui ont moins de services publics que d'autres. Donc au travail.
Merci. Et oui, en effet, hein, quand on parle de services publics, même par exemple, si on parle, alors il y aura un atelier dans le genre, mais sur l'accès. Par exemple, un médecin traitant, même dans les grandes villes. Hein. Moi, je suis grenobloise, donc on avait un ministre de la Santé quand même qui était député dans cette ville. Bon, tout grenoblois qui vient maintenant, il n'y a plus de médecin traitant. Donc, et pourtant, on n'est pas en zone blanche, on est une grande ville où on n'est pas vu comme une ville en difficulté, où il y a de l'activité économique et des choses. Donc, par rapport à tout ça, et pour compléter, Patrick, toi en plus, tu es maire dans ce qu'on appelle des communes nouvelles. Donc, on recrée du STRAS à du STRAS. Comment on fait et comment on fait aussi pour maintenir nos services publics qui sont un accès à toutes et à tous, parce que comme on dit, pas de république sans service public. Merci. Alors, non, je ne suis pas maire d'une commune nouvelle, c'est pas grave. Je suis maire d'une commune de 18 000 habitants qui est juste en dessous de Lille. Je voudrais commencer aussi pour vous remercier. Et puis, à toutes et à tous pour votre présence. Normalement, je ne devais pas faire la conférence aujourd'hui. Je remplace autant que faire se peut René Revol, le maire de Gravelle. Je ne serai évidemment pas à sa hauteur parce que beaucoup plus d'expérience que nous. Et il se trouve que moi, je suis un jeune maire puisque j'ai été élu pour la première fois il y a 2 ans, en 2020. Ne m'étant jamais, merci, ne m'étant jamais auparavant présenté à une élection de ma vie, donc je découvre les plaisirs, les bonheurs, parfois les galères que c'est d'être maire. Je sais pas, a priori, on m'a dit, bon, la période est quand même particulière, je sais pas à quoi ressemble un mandat normal. Mais quand même, depuis que je suis arrivé là en 2020, on a eu le Covid, on a eu ses conséquences, on a eu maintenant l'inflation et ses conséquences. Et je peux vous dire que on est des élus acharnés. Les élus de terrain, les élus de proximité, les élus municipaux sont les plus acharnés parce que on est ceux qui sommes, alors je crois que c'est Gérard Larcher qui disait ça, nous sommes à portée de coup de gueule des électeurs. À portée de baffe pour les cas qui deviennent de plus en plus inquiétants. Mais oui, nous, tout ce qu'on fait, évidemment, on en est redevable, mais tous les élus sont redevables de ce qu'ils font, sauf que nous, nos électeurs, on les croise quand on va acheter une baguette, quand on est sur le marché le jeudi après-midi ou selon les dates, et puis on les croise tout le temps, quoi, quand on est un élu qui a envie d'être un élu de proximité et sur le terrain. Donc là, le nouveau challenge actuellement, c'est celui de l'inflation. Autant le début de l'année, quand on prépare les budgets, vous savez, on prépare notre budget prévisionnel. Alors en effet, il faut qu'il soit à l'équilibre. Et puis on le vote pour certains. Au plus tard, c'est le 15 avril. On doit avoir voté notre budget. Et on essaye d'anticiper. On essaye d'anticiper un petit peu ce que vont être nos principales dépenses. Et puis, s'il faut, en fin d'année, on fait des petites décisions modificatives pour le budget pour essayer de faire en sorte... pour faire en sorte, on est obligé évidemment de terminer à l'équilibre, pour faire en sorte que le réel des dépenses soit ce qui était inscrit sur les comptes. Comment on aurait pu prévoir quelque chose comme l'inflation à ce niveau-là? Enfin, je ne vais pas vous faire la liste, je n'ai pas envie de vous faire pleurer dans les chaumières, mais de toutes les augmentations que les services sont en train de me rapporter depuis mai-juin, mais c'est hallucinant. Il y a ce que j'appelle l'inflation directe, ce qui va être, par exemple, ce que nos prestataires vont nous dire, maintenant c'est tel en plus. Le marché de l'impression, nous on a un marché de l'impression, parce qu'on produit beaucoup de visuels, le petit journal de la ville, c'est plus 40%. Plus 40%. Nous on a un prestataire pour les repas, c'est plus 7%. Il nous demande plus 7%. Et puis tout est à l'avenant. Le chauffage, là, nous, on va être sur une augmentation, je me l'étais noté, mais ça sera dans les 300 000 euros. L'éclairage public, pareil, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est une belle progression aussi. Donc il y a tous ces coûts qui nous sont imposés, sur lesquels on n'a pas trop le choix, parce que la cantine, c'est quand même important. Des bons repas, on s'est décarcassé pour mettre du bio dans les cantines, du local, du saison, etc., pour faire quelque chose de qualitatif. On ne va pas revenir en arrière et moins bien faire manger les gosses. Et en même temps, moi, je n'ai pas envie d'augmenter les tarifs de la cantine de 6 ou 7% pour les parents. Il y a déjà des parents qui galèrent, et on le voit, parce qu'ils nous demandent des facilités de paiement ou ce genre de choses, qui galèrent à payer la cantine au tarif où elle est actuellement.
Les gens sont déjà serrés et pris à la gorge. Je n'ai pas envie d'augmenter les tarifs de la cantine. Et puis on sait aussi que, on va se le dire franchement, il y a des gamins, leur seul repas de la journée, c'est celui qu'ils vont prendre à la cantine. Et le soir, c'est comme on peut. Alors, seul repas ou seul repas de qualité, ça va être celui de la cantine le midi. Donc, il y a des choix qui sont faits déjà, tu vois, tu dis à quoi je touche pas. Moi, j'ai dit à mes camarades, puisque c'est vrai qu'on est dans un collectif, on est un conseil municipal, je leur ai dit ça, on n'y touchera pas, ça, on ne fera pas augmenter. Et puis après, il y a tous les coûts qui nous sont imposés par l'État, ce qui est un petit peu plus indirect, mais qui sont des décisions prises par l'État qui ont des conséquences directes sur nos finances. Et là, évidemment, on va parler des revalorisations, des dégels des points d'indice, revalorisation du SMIC, dégel du point d'indice, etc. Peut-être quelqu'un en parle après, je ne voudrais pas voler les... Ah bon, j'en dis très peu de choses alors. Mais là, pareil, alors on est tous très contents que l'État dégèle le point d'indice des fonctionnaires de 3,5%. Si nous, on dit qu'on n'est pas d'accord avec ça, honnêtement, vous allez tous me jeter des cailloux et vous auriez bien raison. Mais pour autant, l'État ne compense pas. Et nous, par exemple, jusqu'à la fin de l'année, on en est à, j'ai fait les calculs ici, on en est à 400 000 € en plus sur notre budget de fonctionnement, avec des recettes qui n'augmentent pas. D'où la difficulté, évidemment, pour nous de réussir à financer ces hausses qui nous sont imposées par l'État. Alors, je vous rassure tout de suite, et je le dis rapidement, parce que je pense que quelqu'un en va parler après, les camarades députés à l'Assemblée nationale se sont battus, notamment à la Commission des finances, pour que des choses soient prises en charge, mais j'en dis pas plus, puisqu'on fera un bilan par la suite. Donc il y a quand même des gens qui essayent de nous soutenir et qui sont bien conscients des difficultés que l'on va avoir, nous, les collectivités locales. Comment on va faire? Je regardais, certains maires disaient, moi, par exemple, ma médiathèque qui est ouverte le dimanche, on va plus l'ouvrir le dimanche. On va faire des économies là-dessus. J'ai vu sur BFM ce matin un maire qui, du coup, ne laisse plus le choix à la cantine pour les gamins entre fromage et dessert. Avant, il y avait fromage et dessert, maintenant, ça fera fromage ou dessert. Ça va être toute la difficulté pour nous, avec des habitants qui continuent de payer leurs impôts et qui vont avoir du service public en moins, la plupart du temps, alors qu'eux continuent à payer leurs impôts. Alors pour moi, la solution, évidemment, pour soutenir les villes et pour soutenir le pouvoir d'achat, ce serait que l'État, qui engrange davantage de recettes par le biais de l'inflation, ils l'ont reconnu il y a quelques jours, c'est 50 milliards en plus dans les caisses de l'État. Bon, peut-être on pourra en donner une petite partie aux collectivités locales pour nous aider à faire face. Et enfin, et après j'arrête là, j'ai été déjà beaucoup trop long, il faut aussi vous dire que un budget municipal, c'est du fonctionnement, un budget de fonctionnement et un budget d'investissement. Ce qu'on a en fonctionnement, ça va être les taxes, les impôts, les dotations de l'État. Ce qu'on ne dépense pas en fonctionnement est basculé dans l'investissement et ça nous sert ensuite à rénover des écoles, à faire les travaux que vous voyez dans les villes habituellement. À partir de l'année prochaine, si les marges de fonctionnement, parce que c'est avec le fonctionnement qu'on paye par exemple les salaires, sont reniées, ça veut dire qu'il faut s'attendre à partir de 2023 à une catastrophe pour nos entreprises, nos petits artisans, les petites entreprises, même les moyennes et les grandes boîtes vont être largement impactées parce que nous, les collectivités locales, on représente 70% de l'investissement de l'État. 70%. Si l'année prochaine, parce qu'il y a une telle contraction de nos budgets, on ne peut plus investir, l'économie va en souffrir encore davantage du fait que les carnets de commandes vont automatiquement se vider. Voilà, j'espère ne pas trop vous avoir fait peur. On n'est que jeudi après-midi, rassurez-vous. Merci. Et puis même aussi dans les projets, on peut rajouter les projets de logement, de logement social, l'inflation aussi au niveau de tout ce qui est matériel de construction, où va y avoir des difficultés de comment on construit du logement social et après avoir des loyers bas quand on a une inflation telle et avec la pénurie aussi pour que ça arrive. Alors
Guillaume, comment on fait en plus dans un petit village de 900 habitants pour ça? Puis là, en plus, encore plus, parce que quand on est maire, le maire, on sait bien comment majorité les gens réagissent, c'est que les députés, les parlementaires, ils votent la loi. Les autres, un conseiller départemental, un conseiller régional, on sait à peine ce qu'ils font. Alors les lycées, les TER, le département, c'est le social. Puis le maire, il fait tout le reste. Hein. Puis dans un petit village aussi. Puis là, autant que dans une grande ville, des fois, on peut pas connaître. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc, comment on fait aussi et pour préserver, pour faire vivre la commune, nos services publics et faire fonctionner et de faire fonctionner cette citoyenneté avec tout ce qui a été décrit depuis le début. Merci Émilie, bonjour à tous. Merci d'être venu à cette conférence qui, c'est vrai, n'est pas très glamour au premier abord, mais enfin, elle est pourtant indispensable. Je remercie Philippe qui m'a envoyé la première passe, parce que je suis d'accord avec lui. Ma première phrase, c'était « L'égalité des citoyens est indissociable de l'idéal républicain ». Et clairement, bah, oui, on a des grandes villes, des villes de banlieue, des quartiers populaires, des villes qui sont proches des grandes villes, mais il y a également des petits villages, et bah, l'égalité doit être partout, et ça c'est important. Un tiers de la population vit en zone rurale, donc ils ne peuvent pas être oubliés de la République, ça c'est pas possible. Je vais pas aller plus dans le constat qui était avant l'inflation, mais il était déjà catastrophique. On avait déjà, par exemple, une dotation globale de fonctionnement qui était moitié moindre qu'une commune urbaine. Pareil pour les dotations de solidarité. La perte de l'autonomie fiscale fait que les communes rurales ne peuvent même plus d'elles-mêmes décider de ces revenus. Il est assez compliqué d'aller décider, enfin moi je suis pas pour que nos communes deviennent des bailleurs, en particulier en ruralité, parce qu'on fait déjà beaucoup de travail pour animer les commerces, pour les faire revenir dans nos petits centres-villes, donc on peut pas s'amuser non plus à créer nous-mêmes les logements sociaux. En tout cas, pour nos administrés, ça a été très difficile parce que, en plus de ce qu'ils vivent sur l'inflation, on est éloigné de tout. Les services publics sont partis au plus loin des gens. Il n'y a plus de services d'impôts, il n'y a plus de postes. Les gendarmeries même vont de plus en plus loin des habitants. Et forcément, quand en ruralité, les dépenses de carburant, c'est 40% de plus qu'une personne qui vit dans une ville urbaine. Quand, faute d'accès aux soins, par exemple, les ruraux ont une espérance de vie inférieure de 2 ans aux urbains, parce qu'il y a plus de médecins, donc il y a plus de spécialistes, il n'y a plus rien. Dans mon département, il n'y a plus de gynécologues. On vient d'avoir une pédiatre qui vient s'installer, déjà 2 mois d'arrêt. Enfin, vous voyez, c'est très difficile dans nos villages. Voilà. Les zones de formation étant très loin, il y a 40% des jeunes ruraux qui décident d'abandonner les études supérieures avant même de les commencer, malgré qu'ils aient eu le bac, malgré tout ça, parce que ça coûte trop cher, c'est trop compliqué pour eux. Voilà, donc ce sont des conséquences qui sont sans appel. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que pour pouvoir agir derrière, il y a plusieurs choses. Je dirais, moi, la première des choses que je dirais pour pouvoir arriver à retourner tous ces problèmes, c'est déjà de prendre le pouvoir. Ce serait vraiment intéressant qu'on arrive à se mettre tous d'accord pour dire, bah oui, en 2027 ou avant, si jamais le président venait à dissoudre, même si Marianne, je suis désolé, il faudra que tu y repasses une deuxième fois, mais enfin, tu gagneras, j'ai pas peur. En tout cas, il faudrait prendre le pouvoir, et ça, je pense que c'est vraiment important qu'on ait tous conscience de ça. Il faut qu'on arrête les concurrences de boutiques et qu'on arrive à tous faire en sorte de gagner. Et je pense aussi qu'on a un gros besoin de travail sur les services publics, faire en sorte de les revenir au plus proche de nous. Je suis un militant également des services publics, je suis co-initiateur et vice-président du plus gros comité d'usagers de la SNCF, le comité de défense de la gare d'Argenton, et on se bat énormément pour récupérer des arrêts dans une gare que personne ne connaît au milieu de la ligne Polt, mais on a fait 21 stop-trains, on a récupéré 2 arrêts intercités, ce qui fait que notre gare est la seule qui gagne en termes de voyageurs sur la ligne Polt, donc c'est pas rien, il faut vraiment se battre pour arriver à récupérer tout ça. D'ailleurs, en ce moment, on a une grosse actualité, c'est les chauffeurs de bus pour le scolaire, dans les transports. T'en parles demain, moi je vais te donner une idée. Les bus scolaires, si le chauffeur de bus, au lieu de rentrer chez lui après avoir emmené les enfants, s'il allait prendre des travailleurs, s'il allait prendre des gens qui voulaient aller dans la grande ville directement, déjà il aurait plus d'heures, il ferait moins de temps partiel, et on pourrait également le faire travailler pendant les vacances scolaires. Ça lui permettrait d'avoir un temps plein, d'avoir moins envie de faire un autre boulot, parce qu'en ce moment, comme il y en a un peu plus, ils n'hésitent pas à aller dans la grande distribution ou aller dans le bâtiment pour bosser. Et puis, comme le travail est compliqué, mal payé, même les retraités qui faisaient du complément d'heures, ils y vont plus, donc c'est difficile. Voilà.
Donc je pense qu'il faut vraiment une compensation claire de l'État. Je crois aussi, et pour compléter ce qu'a dit Patrick, on doit avoir un complément sur le fonctionnement, hein, mais également sur l'investissement. Je vous donne 2 pistes de travail. Déjà qu'on ait une avance complète de l'investissement, en particulier dans tout ce qui va être école, gériatrie, tout ce qui va être pour les économies d'énergie, les ENR. Je pense que ce serait vraiment important que l'État avance, puisque aujourd'hui, il faut savoir que quand une commune fait un investissement, elle doit totalement avancer. Elle peut demander une avance de 30% uniquement, 70% en milieu de projet. Donc on ne peut pas monter de projet si on n'a pas de fonds propres. Pas de fonds propres, pas de projet. Et en plus, il y a une deuxième chose, c'est qu'on pourra aller sur certains projets qui pourraient permettre de faire des économies. On parlait de l'éclairage public tout à l'heure, ou les économies d'énergie. On pourrait avoir un subventionnement qui pourrait aller jusqu'à 100% des projets. C'est le moment, l'État a de l'argent, c'est le moment qui nous en donne. Voilà. Donc oui, si on fait rien pour les habitants, ils vont payer plus. J'ai d'autres pistes plus communales. Hein. Tu as parlé de la cantine sur lesquelles on rogne pas. Moi, mon petit village paye 100% des fournitures scolaires des élèves. Donc c'est quelque chose aussi qui permet d'alléger la note. Hein. Là, à la rentrée, hein, on va encore nous dire... Quoi, ils ont déjà l'allocation de rentrée scolaire? Eh bien oui, les enfants, ils auront plus d'argent, les parents aussi, pour pouvoir mieux manger, mieux s'habiller toute l'année. Il n'y a pas de souci. Et je pense également, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, les loyers de proximité qu'il ne faut pas augmenter pour les commerces. On fait également de l'enlèvement des encombrants, etc., pour des bennes, pour les espaces verts. C'est des choses qui sont importantes. Alors, quand on habite dans un appartement, on n'a pas l'habitude de ça, mais je vous garantis que c'est une énorme dépense d'aller déblayer les espaces verts, de vider les encombrants quand on est dans des villages. Voilà. Le prêt des salles gratuit pour les associations pour que la culture se crée encore, parce que c'est très difficile aussi. Enfin, voilà, je pense à tout ça, je vous remercie à tous. Et puis, on va laisser la parole. Oui. Merci Guillaume. Et oui, sur le transport scolaire, ça va être un sujet chaud de la rentrée, hein, pour ceux qui n'habitent pas dans des grandes villes et qui ont besoin de transport scolaire. Il y a une grosse pénurie, on n'arrive pas à embaucher, donc il risque d'avoir des gamins qui n'ont pas de moyens de transport pour aller à leur école, à leur collège, à leur lycée, et qu'il y a aussi le cas de professeurs qui annulent des sorties scolaires parce qu'il n'y a pas de transport scolaire, parce que on sous-traite, parce que on précarise contrat, voilà, où à la fin du mois on n'arrive pas à finir avec le salaire, avec les clopinettes qui sont données. Mais il y a un atelier demain à 10h30, à 10h sur ça, faut se lever tôt. Donc maintenant, ces collectivités territoriales, si elles fonctionnent, il y a des élus, mais aussi surtout il y a des agents, parce que sans les agents qui assurent ce service public, ce ne serait pas possible. Et là aussi, les conditions de travail, en plus, la dernière mandature de Macron avec la loi dit Chalas sur les 1607 heures, mais bon, on l'a dégagé, hein, c'est la circo où j'habite, on l'a dégagé, mais bon, ça fait aussi beaucoup de mal, tout en contraignant, en faisant faire le sale boulot aux collectivités qui étaient obligées d'imposer la loi que les agents devaient travailler plus, parce que c'est comme d'autres métiers, des cheminots et tout ça, c'est des feignants parce qu'ils travaillent moins, voilà, mais en fait non. Le fait aussi, c'est si on étrangle les collectivités, ça a été dit tout à l'heure, du coup, c'est moins d'argent. Il y a eu aussi ces dernières années, on l'oublie, mais la RGPD de Nicolas Sarkozy, où on remplaçait un fonctionnaire sur 2, c'était aussi sur les collectivités locales. François Hollande avait dit 1 sur 3, mais on enlève tout ce qui est police et tout. Donc, ça a aussi imputé sur les collectivités locales. Donc comment on fait en tant qu'agent, quelles sont les conditions et comment on peut aussi mener la lutte à vos côtés et aussi au niveau des élus, et quels sont les différents aussi services publics en tant qu'agents, parce qu'ils sont aussi divers et des fois dans des endroits où on n'y pensait même pas. Merci Émilie. Merci à tous d'être très nombreux cet après-midi.
Alors, services publics locaux, très rapidement, de quoi parle-t-on? Nous avons l'habitude de dire à la CGT que nous nous occupons de la population de la naissance, même avant la naissance, puisqu'il y a les visites en PMI prénatale jusqu'à la mort, puisqu'il y a les services de thanatologie, donc de pompes funèbres, donc en passant par les routes, les établissements scolaires, etc., etc., et donc qui sont servis dans des mairies, dans des conseils départementaux, des conseils régionaux, des EPCI. Je ne vais pas vous faire la liste, c'est très long. Les missions principales, l'action sociale, la petite enfance, mais aussi le travail social, le RSA, l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées, la PCH, prestation de compensation du handicap pour les personnes handicapées, et donc aussi le tourisme, l'urbanisme, l'environnement, l'aménagement du territoire, le sport, la formation professionnelle, les routes et infrastructures. Je ne développe pas plus, c'est rébarbatif. Tout ça servi par 1,9 million d'agents territoriaux, dont, tenez-vous bien, 25% sont contractuels. Et dans ces 25% de contractuels, donc 450 000 agents, plus de 70% sont en contrat à durée déterminée. Donc vous voyez, la précarité touche aussi la fonction publique, quoi qu'on en dise et quoi qu'en disent les gouvernements différents. Alors ce que mes camarades à la table ont décrit, c'est une politique qui est mise en place depuis environ une vingtaine d'années, qui a été voulue, pensée, réfléchie, notamment au niveau européen, et bien appliquée par les différents gouvernements que nous avons en France depuis 20 ans. Philippe le disait en introduction, on a eu, il y a 40 ans, en 1982, puis un petit peu plus tard, deux lois vraiment centrales, à la fois la loi Defferre sur l'acte 1 de la décentralisation, qui a fait en sorte de donner des pouvoirs à des élus locaux pour développer les services publics locaux, avec une marge d'autonomie, avec un financement propre et une dotation globale de fonctionnement. Et en parallèle, on a eu la loi Leport, qui a fait réaliser le statut de fonctionnaire et ses trois versants, hospitalier, État et territorial. Donc ça, c'était un petit peu l'âge d'or, notamment des services publics locaux. Et puis on a eu 2001. Alors 2001, c'est la LOLF, c'est quelque chose de très technique, mais en gros, on a instillé une logique de performance dans le financement. C'est-à-dire qu'avant, pour ceux qui ont été fonctionnaires avant, on augmentait toujours le budget chaque année de 3, 4, 5, 6% en fonction des besoins, et ça suivait, l'argent venait. Alors, je ne dis pas qu'on dépensait à tort et à travers, mais c'était une logique comme ça. Aujourd'hui, on doit avoir des objectifs de dépenses à ne pas dépasser. Ça a commencé en 2001 par l'État, applicable en 2006. Parallèlement, il y a eu 2003 l'acte 2 de la décentralisation, où on a transféré compétences des routes, des établissements scolaires, avec au départ une compensation financière qui s'est très vite réduite à peau de chagrin. 2004, la loi organique, ça a été sur les collectivités. 2001, c'était l'État. 2003, c'était sur les collectivités locales. 2007, Émilie en a parlé, la RGPP, donc avec la logique, la mise en place d'indices de performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que ça permet de justifier notamment aussi la fermeture des bureaux de poste. Si vous ne recevez pas suffisamment d'usagers, on ferme. Ça permet de fermer les maternités notamment, etc., etc. Je rappelle juste qu'un service public, il doit être présent partout sur le territoire et servir partout, tout le monde de la même manière. Quand on instille une logique de performance, forcément, il y a des services publics qui ferment. Très rapidement aussi, 2010, suppression de la taxe professionnelle. Alors ceux qui travaillaient dans les collectivités ont vu que c'était vraiment le tournant. Moi, je travaille dans une grosse collectivité qui est le conseil départemental de Haute-Garonne. À l'époque, j'étais en poste. J'ai vu immédiatement les coupes budgétaires que 2001, gouvernement de Jospin également. 2012, François Hollande, avec une diminution très forte de la dotation globale de fonctionnement, moins 10 milliards entre 2014 et 2017. Donc là, ça a été des coupes sombres énormes. Et cet objectif-là, c'est bien, et les collègues l'ont bien décrit, c'est bien d'avoir la mainmise de l'État sur les dépenses des collectivités locales et sur les dépenses de l'hôpital également, mais là on parle des collectivités locales. Parce qu'aujourd'hui, en enlevant la taxe professionnelle, la taxe d'habitation, on rend totalement dépendant de la dotation globale de fonctionnement les collectivités, avec en plus le contrôle du préfet si le budget est en déséquilibre. Donc l'objectif affiché par ce qu'on appelle en règle générale le camp d'en face,
c'est faire en sorte petit à petit que ce qui relève de la sphère publique soit petit à petit déplacé, intégré au domaine lucratif privé. C'est-à-dire que quand on n'a pas les moyens de mener une mission de service public, on la délègue, parce que vous inquiétez pas, en règle générale, la sphère privée, elle diminue les prix dans un premier temps pour répondre à l'appel d'offres, puis petit à petit, ensuite, elle les réaugmente. C'est un phénomène qu'on connaît bien. Donc les conséquences des politiques d'austérité financière que les collectivités subissent depuis 20 ans, donc ça provoque l'asphyxie financière, une baisse des moyens financiers et humains, suppression des missions extra-légales qui pouvaient être exercées jusqu'à aujourd'hui, une diminution de l'investissement. Je rappelle juste, il y a une quinzaine d'années, la France détenait le premier réseau mondial français de routes par sa qualité. Aujourd'hui, on est entre la 15e et la 20e place. Ça veut dire que ça s'est dégradé en l'espace de 15 ans. Dégradation des conditions de travail des agents. Alors, Émilie en parlait tout à l'heure. On s'est beaucoup battu sur ce qu'on appelle les 1607 heures. Je vais aller très rapidement là-dessus. Il faut savoir que jusque dans les années 80, il n'y avait pas de durée légale du temps de travail plancher. Il y avait un plafond à ne pas dépasser, mais il n'y avait pas de plancher. Donc, dans n'importe quelle entreprise, publique, privée, on pouvait travailler 30 heures, 32 heures, 35 heures, 36 heures, 40 heures, puisque c'était 40 heures avant 81. Mais voilà, il n'y avait pas de plancher. Cette loi-là instille un plancher. Parce que dans les collectivités locales, les agents, avec leurs organisations syndicales et en négociation, avaient négocié du temps de travail plus favorable. C'était aussi parce qu'on avait des salaires dramatiquement bas. Donc, si on voulait nous attirer dans les collectivités territoriales, il fallait au moins nous donner une petite carotte. Et la carotte, c'était un temps de travail moindre. Aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner si la fonction publique n'est plus du tout attractive parce que des salaires horriblement bas, un temps de travail augmenté, des conditions de travail qui se dégradent. Bref, la fonction publique ne fait plus vraiment rêver. Et pourtant, être au service du public, quelle belle mission au quotidien. Donc, je ne serai pas plus long, je développerai après. Vous savez que la CGT appartient au mouvement syndical de transformation sociale. Donc, nous avons des projets pour développer les services publics et, bien entendu, tout en préservant le pouvoir d'achat des habitants. Merci, oui. Puis il y a quelques années, il y avait eu aussi les nuits de service public avec la CGT dans plusieurs villes. Je sais qu'à Grenoble, il y en avait une. Alors, je ne sais plus exactement la date parce qu'on fait tellement de luttes que des fois, on en oublie les dates et les lieux tellement qu'on en fait. Donc, il y a une deuxième question. Les intervenants vont répondre assez vite pour après que Marianne conclue et après, vous ayez le temps sur les questions. C'est avec tout ça... Comment, parce qu'on a eu le mot quand même pendant plusieurs mois et la première loi du gouvernement, le pouvoir d'achat. Moi, j'ai un peu du mal avec ce concept, mais comment on vit et comment on a un reste à vivre avec tout ça et comment on agit en tant qu'élu local pour nos habitants et nos habitantes. Je parlais d'inégalités tout à l'heure. Il y a aussi des inégalités entre collectivités locales. Et parfois, c'est la double peine. Être pauvre dans une ville, ça ne se vit pas de la même manière qu'être pauvre dans une ville riche. Pauvre dans une ville pauvre, c'est pas pareil que pauvre dans une ville riche. On fait preuve beaucoup d'imagination, ça l'a été dit par les collègues, de choix politiques également, de kits scolaires donnés aux familles, qui était un vrai plus pour les familles populaires. C'est également la question de la cantine. On s'interroge aujourd'hui à quelques-uns à se dire jusqu'à quand on va pouvoir tenir pour ne pas augmenter. Je pense que certains y arriveront. En tout cas, nous, on va essayer de le faire. Il y a des choses qu'on va ne plus faire pour que la cantine ne se fasse pas. Je suis président de la régie de l'eau dans mon secteur et d'habitude, on augmente les prix de l'eau en fonction de l'inflation. Et ben là, on travaille à une hypothèse selon laquelle on continue à une augmentation de 1% et non pas de 6, 7 ou 8 comme ça nous est prévu. La question du quotient familial, parce que depuis longtemps, nous avons des politiques tarifaires qui tient compte du salaire et du reste à vivre des gens. Donc là aussi, des efforts, mais dans le contexte de restrictions budgétaires dans lequel nous sommes, l'exercice, il va être compliqué. C'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur
le devoir, la situation nous oblige à repenser une nouvelle loi de décentralisation collectivement. Les députés, les élus locaux, on a quelques idées aussi, les syndicats ont aussi quelques idées, et bien évidemment les citoyens. Et puis on a la rentrée. La rentrée, c'est la loi de finances 2013. Est-ce que, avec les députés de la NUP, collectivement, avec des élus locaux et encore une fois avec les syndicats, on arrive à mener un combat dans ce pays pour se dire que les collectivités locales ne peuvent pas être la dernière roue du carrosse. Parce que ça l'a été dit, moi demain, je ne voulais pas abreuver de chiffres et de faire qui était le plus pauvre. De toute façon, j'ai gagné, alors, comme ça. Augmentation de l'énergie, 1 million d'euros. L'an dernier, mon excédent budgétaire, c'était 1 million d'euros. J'ai rien fait, c'est fini. On ne va pas pouvoir continuer longtemps comme ça, c'est pas vrai. Et donc, cette loi de finances, est-ce qu'on arrive à porter le fer pour que les collectivités locales aient les moyens d'intervenir? Le bouclier tarifaire n'existe pas pour les collectivités locales. Pour les villes riches, ça passe facilement. Pour les villes pauvres, ça ne passe pas facilement. Et donc, pour toutes ces raisons, je crois vraiment à cette nécessité-là, dans le moment politique dans lequel nous sommes, parce que c'est important, les collectivités et les pouvoirs locaux. Je vais essayer un truc, excusez-moi, je sors un peu, je n'avais pas prévu, mais en fait, c'est hyper glamour. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est glamour, les collectivités locales et le service public local. Parce que souvent, on a une déformation, nous les maires, on pleure, ah, c'est dur, etc. Et c'est vrai. On est peut-être à portée d'engueulade, voire à portée de baffe, mais aussi on est à portée de sourire, on est à portée d'histoires humaines absolument remarquables. Et on doit... parce que les territoires, ce sont des espaces d'abord politiques, donc d'échanges, de débats. Même si la démocratie locale est compliquée, ça reste quand même certainement plus facile que la démocratie tout là-haut. Et donc, dans l'idée small is beautiful, on vit des expériences humaines absolument remarquables localement, sur ces échanges de construction de projets, de gestion de projets, d'ouverture d'une école. Il y a énormément, ça l'a été dit, des domaines extraordinaires. Et donc, pour toutes ces raisons, c'est faire vivre la République. Nous, depuis 2015, après les événements tragiques qu'a connu notre pays, on se bat pour une République pour toutes et pour tous. Eh bien, ça passe par les territoires. Ça passe indéniablement par les territoires. Et dans la période, encore une fois, dans laquelle nous sommes, ce nouveau collectif ou cette nouvelle alliance parlementaire, je ne rentrerai pas dans les détails, moi plein aussi j'ai ma liste de courses, mais parlementaires, élus locaux, nous devons utiliser ce qui s'est passé aux élections présidentielles et législatives pour continuer à construire, parce que l'avenir passe aussi par les territoires. Voilà. Le municipalisme, je vous invite à lire des choses sur le municipalisme, c'est assez extraordinaire. Par tout ce qui se passe, c'est conceptualisé politiquement. Regardez au Kurdistan, regardez au Chiapas, regardez ce qui se passe du côté des États-Unis même, regardez ce qui se passe du côté d'Amérique du Sud. Et d'ailleurs, il y a même un forum mondial des villes qui se déroulera en Corée au mois d'octobre, la Corée du Sud. Corée du Sud, forum mondial, et la chance d'animer une commission de travail sur l'inclusion sociale, la participation et les droits humains. Et nous appelons à un plaidoyer international avec des villes du monde entier sur les villes des droits humains. Parce que c'est aussi des politiques que nous portons. Le service public local, c'est le développement des droits humains. Et donc cela mérite qu'une loi de décentralisation nouvelle, nous y travaillons, et dès la rentrée, c'est-à-dire maintenant, que nous nous mobilisions pour que ouvrir... on est un peu tenu en laisse. Tout à l'heure, quelqu'un le disait, on est de plus en plus... Enfin, il y en a marre d'être complètement réduit à sec d'année en année. Il faut qu'on redonne du souffle à tout ça. Il y a besoin de redonner du souffle aux initiatives locales parce que c'est un complément indispensable d'une nouvelle orientation nationale dans ce pays.
Et 50% de la transition écologique se fera par et dans les territoires. Tout à fait. Merci. Donc, à Patrick et à Guillaume, je vais vous poser la même question. Comment on fait faire reconnaître plus ce côté glamour des collectivités et aussi, surtout, soutenir le reste à vivre et le bien vivre de nos habitants et de nos habitantes. Et je vais rajouter un petit élément parce que du coup, comme ça a été dit, une collectivité doit rendre un budget à l'équilibre. L'inflation augmente, les recettes de l'État pour le moment, il y a stagne, il y a peut-être une baisse, mais en attendant le combat de nos députés qui vont sûrement gagner, tant qu'on n'a pas, on n'a pas. Donc un des leviers, et malheureusement, est-ce que c'est ça aussi ce que veut les macronistes, c'est comme ils n'ont pas de ville, de dire regardez, ceux qui montent les impôts, c'est les autres, parce que du coup, s'il faut augmenter les recettes, il y a encore un levier au niveau des communes qui est la taxe foncière et qui est en plus un impôt complètement illégal, enfin illégal mais complètement inégalitaire, et surtout que c'est pas parce qu'on est propriétaire qu'on paye que la taxe foncière, ce quand on est locataire, le propriétaire fait payer au final aussi la taxe foncière. Donc juste, est-ce que c'est bien sûr, on souhaite pas augmenter les impôts, c'est pas un plaisir, mais est-ce que c'est en réflexion chez vous ou pas? Est-ce que on s'y prépare? Comment on fait? C'est aussi malheureusement ce choix cornélien que nous imposent les politiques actuelles. Déjà, je rebondis sur une chose que tu as dit et que je pense tout à fait vrai. C'est que je pense que le système Macron, ce sont des gens qui n'ont jamais été à la tête de ville pour la plupart. Alors on avait l'ancien Premier ministre, à la limite, qui fait peut-être exception, puisque Jean Castex était maire, encore relativement récemment. Mais on se dit, c'est comme si pour eux, il n'y avait que la sphère nationale et que les gens sur le terrain, finalement, ça n'existait pas. Et quand on voit la manière qu'il a eu d'organiser les débats, les fameux grands débats locaux là, dans des salles où c'était des gens choisis par lui, mais il ne fallait pas le dire, la convention citoyenne pour le climat, on a vraiment l'impression que tout ça, ça n'intéresse pas. Il y a une espèce d'Olympe, et puis il est tout en haut, et puis les gens comme vous et moi, la plèbe, on ne va pas trop leur demander leur avis, puis si on leur demande, à la limite, on fera l'inverse. Donc je pense que, d'une certaine manière, la situation des collectivités locales, et plus particulièrement des villes grandes ou petites, rurales ou urbaines, il n'en a pas la connaissance comme nous on peut en avoir. On parlait de diminution, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de milliards de dotations de fonctionnement en moins sous Hollande, je crois que c'était une dizaine de milliards, quelque chose comme ça. Et là, je viens de regarder sur Internet, on nous prévoit 11 milliards à nouveau de diminution, avec l'inflation, en plus. Donc ça veut dire que c'est même pas que nos budgets vont être stables, c'est qu'ils vont encore diminuer. Alors la solution, les impôts. Il n'y a plus de taxes foncières, vous le savez, alors c'est pour... Pardon, taxe d'habitation, justement. C'est bien, vous suivez. C'est ça. Il n'y a plus de taxe d'habitation, c'est censé être compensé à l'euro près. Ce qu'il faudra surveiller, c'est dans les années à venir, finalement, si ça suit les évolutions, notamment démographiques de nos villes, et pourquoi pas des phénomènes comme l'inflation. Moi, la taxe foncière, pour l'instant, je ne suis pas dans l'idée de l'augmenter, tout simplement parce que c'est aussi assez inégal. J'ai une partie de la population, assez élevée d'ailleurs, qui n'en paye pas. Et moi, je suis assez pour l'universalité de l'impôt, comme nous tous, présents dans cette salle. Donc là, pour le coup, on n'y a pas réfléchi. On a quelques pistes pour nous faire des économies. Alors, ça nous arrange, parce que de toute façon, on voulait le faire. Là, on vient d'éteindre, nous, l'éclairage public la nuit. Voilà, de minuit à 5 h du matin, à Fâche-Luménil, il n'y a plus d'éclairage public. Une nuit, ça nous coûte à peu près 400 €, un petit peu plus de 400 € à éclairer par nuit. Là, on économise un petit peu moins de 200 € par nuit. On économise à peu près 40% à l'année d'éclairage public. Ça, c'est vrai que c'est des choses qui vont se voir directement, mais ça ne nous fera pas le total.
comme le disait Guillaume, une des meilleures manières pour faire des économies et pour arriver à cette sobriété énergétique dont on parle tant, ben ouais, c'est la rénovation de nos bâtiments. Nos bâtiments, ils sont... Enfin, moi, ils n'ont pas été rénovés depuis plus de 20 ans, mais c'était 3 mandats de droite avant. Alors, il fallait baisser la dette et puis il ne fallait pas entretenir le patrimoine. Voilà, et puis après, toi, tu récupères ça. Bon, c'est un petit peu, malheureusement, tout le temps le jeu habituel. Ça serait efficace. Si l'État venait nous aider à rénover nos bâtiments pour qu'ils soient moins consommateurs en énergie, ben, ça serait bon pour nos finances et ça serait bon à la fois pour la planète. En effet, ce serait une bonne chose. Et puis après, il faut qu'on essaye au maximum de ne pas rester tout seul dans nos coins. Et ça, c'est parfois un petit peu difficile, parce qu'on ne se connaît pas tous, les maires de France. Il y en a quand même un certain nombre. Pourtant, on a tous des thématiques qui sont similaires. Nous, dans le réseau des élus que M. Guillaume Chaussmy a le plaisir de... Tu es quoi déjà ? De coprésider. Nous avons fait avec René Revol, que je remplace aujourd'hui, par exemple, une tribune. Donc voilà, l'idée, c'est de se mobiliser, c'est d'être ensemble, c'est de jeter des bouteilles à la mer, d'essayer de sensibiliser au maximum. Moi, les gens, quand ils me disent il n'y a plus de lumière la nuit, c'est honteux. Déjà, ils me disent, puis après ils me disent, mais de toute façon, je m'en fous, je ne suis pas dehors la nuit. Hein. mais je leur dis, mais le but, c'est justement, c'est de garder des services publics, c'est de pas augmenter les impôts, c'est de pas augmenter la cantine. Les gens le comprennent finalement assez bien. J'ai fait la pub pour le réseau des élus, hein, t'as vu? C'est fait? Non. Bah, alors Guillaume, comment on fait? Voilà. C'est gentil, merci pour la patate chaude. Non, mais il y a forcément plein de solutions que vous avez énoncées. Je vais rajouter pour la taxe foncière, il y a également la valeur locative qui n'a pas été modifiée depuis 50 ans. Donc c'est ça aussi qui crée une inégalité folle entre les personnes. Il y a également une inégalité que vous allez retrouver. Alors moi j'ai une casquette aussi vice-président de communauté de communes, donc sur les ordures ménagères, sachez que la plupart du temps, si vous êtes sur une taxe, vous êtes également sur votre valeur locative, donc vous avez une différenciation folle entre différentes communes où vous habitez. Celui qui est dans la ville-centre paye plus qu'il est dans la commune rurale, mais s'il est dans la commune rurale et qu'il vient de rénover, il paye plus que son voisin d'en face qui n'a pas rénové depuis 50 ans. Enfin, tout ça est assez inégalitaire, c'est quelque chose sur lequel il faut absolument qu'on revienne. Et Philippe a raison, il faut qu'on rénove ça de fond en comble et tous ensemble, à la manière de la constituante qu'on veut pour notre constitution. Il faut que tout ce qui se passe au niveau des communes, des services publics municipaux soit également fait avec une très très large concertation. Voilà. Évidemment, on a énormément de choses à faire. Il y a énormément de risques. Vous avez parlé de plein de choses. Moi, je suis vice-président au sport à la communauté de communes et donc j'ai la gestion du centre aquatique. Plus 300% pour le gaz. Donc, 2 solutions. On ferme. Clairement, on l'a mis sur la table, ou on compense avec une subvention intercommunale sur le centre aquatique. On a décidé de renégocier un petit peu et de continuer en gagnant vraiment pas d'argent du tout, parce qu'un centre aquatique gagne pas d'argent. Mais en tout cas, en faisant en sorte que la subvention au budget soit la moins grande possible, mais il est possible que l'année prochaine, s'il n'y a pas de compensation de l'État, on soit obligé de fermer sur certaines semaines, enlever certaines activités, et forcément, le centre aquatique, c'est pour les classes populaires en particulier. Donc, c'est ce qui coûte le plus cher, c'est pour les classes populaires. Donc voilà, on a pensé à l'eau froide. Arrête, alors là, je vous garantis, je peux vous écrire un livre sur la température de l'eau d'un centre aquatique. Puisque plus vous augmentez la température, plus ils ont froid. Donc, mais bon, ça c'est... tu connais Philippe, t'as l'habitude. Voilà, moi ce que je dirais, oui, il y a des choses qu'on va être obligé d'augmenter. Parce qu'il y a aussi des choses que faisaient aussi les maires, souvent plutôt côté de NUP et plutôt de gauche, c'est qu'ils augmentaient déjà pas, puisque avec les maigres revenus qu'on avait, on essayait de faire en sorte de compenser pour que les habitants puissent obtenir le maximum de services publics faibles. Moi, mon ticket de cantine, je vais être obligé de l'augmenter. On était à 2,70 le repas, donc pour ceux qui savent ce que c'est qu'un coût de repas, c'est pas gigantesque. On va être obligé d'augmenter un petit peu, mais il y a des choses qu'on va pas augmenter, puis il y a des choses qu'on augmentera. En l'assainissement, ça faisait 12 ans qu'il n'avait pas été augmenté dans ma commune. On va être obligé de le faire parce qu'en plus,
Pour ceux qui ne le savent pas, depuis le Covid, on a des coûts énormes. Le traitement des boues en particulier, parce que nous, on est sur des boues. Bah, avant, on pouvait les pendre et les épandre, les boues, on ne peut plus le faire. Donc, on va être obligé de toutes les traiter. Donc, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Enfin, voilà, ce genre de choses. Tout ce qu'on pourra ne pas augmenter, on le fera. Puis tout ce qu'on sera obligé, on sera obligé de le faire, puisque sinon, le préfet, il prendra la main. Donc, on n'a pas envie de ça. On a envie d'être encore maître de nos villages et de nos villes. Donc, on fera en sorte de tout équilibrer à la fin. Mais vite, il faut compenser. Vite, il faut nous donner la possibilité d'investir. Alors, tu parlais d'investir dans nos bâtiments. Moi, je suis maire d'un village et la mairie, c'est un château du 15e siècle. Donc, autant vous dire que le coût de rénovation du bâtiment, c'est pas jouable. Hein. C'est pas jouable. Merci Guillaume, et je rappelle que il y a ce soir, c'est à 19h, l'AG du réseau des élus à la salle des fêtes de Châteauneuf-sur-Isère. Et pour ceux qui n'ont pas de voiture, se référer à Guillaume qui est coprésident, et comme il a envie qu'il y ait plein de monde, il fera MacGyver pour vous trouver un... Pour ceux qui veulent venir, qui sont élus et qui souhaitent participer à l'AG, rendez-vous 18h30 au stand du réseau qui est à côté, et on organisera un covoiturage avec tous ceux qui veulent venir et qui n'ont pas de véhicule. Je tiens à dire, par rapport à quelque chose qu'a dit Philippe, je pense aussi que c'est important que les réseaux des élus des différentes formations se rencontrent, travaillent ensemble pour pouvoir être désormais, avoir un peu plus d'influence aussi sur les associations d'élus nationales, qui aujourd'hui ont encore une grande mainmise sur les choses. Nous, on ne se parle pas, il faut qu'on se parle. C'est mon chantier, moi, 2022-2023 en tant que coprésident. Je vais travailler là-dessus, aller rencontrer les autres formations, les autres réseaux, faire en sorte qu'on puisse enfin être entendu. Et pour ça, on a besoin que des élus s'investissent à nos côtés, parce qu'on n'est pas beaucoup, à la France Insoumise et les citoyens de notre mouvance. On est quand même à environ 1200 attachés au réseau des élus, 250 assez actifs et un petit comité d'animation. On a besoin de gens qui ont envie d'aider à animer, donc venez ce soir, on a besoin de vous. Voilà, et moi je rajouterais aussi qu'on discute entre élus des différents échelons, parce qu'on a besoin aussi d'infos, et que par exemple la région est une grande organisation, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, une collectivité, mais qui distribue beaucoup d'argent et parfois de façon très clientélisme, notamment ici en Auvergne-Rhône-Alpes, mais je n'irai pas plus loin sur ça. Et donc du coup, Natacha, au niveau des agents, comment on fait aussi, parce qu'on demande, et est-ce qu'aussi il n'y a pas un risque dû aller vers, pour faire des économies, vers du tout numérique, et le numérique, bon, ça peut être bien, mais du tout numérique, ça en exclut aussi forcément d'autres, et ce n'est pas forcément aussi une réduction de coûts, parce qu'il y a le temps de former l'agent, d'avoir les machines, il faut qu'elles fonctionnent, parce que souvent les sites du gouvernement, on a vu pour le compte professionnel de formation, pour plein d'autres, ils ne fonctionnent jamais, avec des pannes au dernier moment. Donc comment on fait, quelle pression vous avez, vers comment on peut mener aussi, ça mènera vers la conclusion de Marianne aussi, mener la lutte ensemble, parce qu'au-delà des luttes locales, des différentes composantes politiques, lutter au niveau des différentes composantes politiques, il faut aussi qu'on arrive avec les usagers et bien sûr avec les agents, aller vers ces nouvelles réformes territoriales, et comment on y arrive aussi tous ensemble, parce que ce n'est qu'en faisant nombre. Alors, on a vu, on a décrit depuis une vingtaine d'années, il y a une diminution drastique des moyens financiers des collectivités locales, et tel qu'annoncé, ça va continuer. Donc on peut continuer individuellement, chacune et chacun, à faire des économies, et tant que ça marche, ils vont continuer. Voilà. Ou alors, il y a des organisations qui se font jour, avec les partis et mouvements politiques d'un côté, les organisations syndicales de l'autre, et qui travaillent ensemble. Ça fait, par moment dans l'histoire, on a besoin aussi de s'unir, et je pense que ce moment est arrivé. À la CGT, on a une ambition très particulière pour la fonction publique en règle générale. Une campagne qu'on mène depuis 2 ans maintenant, qu'on appelle campagne 10% pour la fonction publique, qui est la création de 10% de postes en plus. On est 5 millions, 3 versants confondus, donc c'est 500 000 postes. 10% d'augmentation de dégel du point d'indice. Alors ça, c'est immédiat, parce qu'on veut rattraper les 17% de gel. Et 10% de temps de travail en moins, parce que oui, nous sommes pour les 32 heures. Donc ça, c'est le slogan, notre ambition. Bien entendu, on va nous dire, mais avec quels moyens ?
Et là, ça relève vraiment du pouvoir politique, alors non pas des élus locaux, parce que même s'ils ont beaucoup de pouvoir, malheureusement, ils se trouvent face au même mur que nous. Et souvent, nous avons dans les instances représentatives du personnel ce même discours. Les agents ou les élus sont pris entre le marteau et l'enclume. Je voudrais bien vous augmenter, mais je ne peux pas, j'ai un budget contraint. Donc, on a bien un adversaire commun qui est le gouvernement, qui applique des politiques de réduction des dépenses publiques. Donc, nous, en termes de projet, c'est uniquement ce qui existe aujourd'hui et ce qu'il serait possible de faire sans pour autant renverser la table. C'est-à-dire qu'on n'instaure pas un régime socialiste ou communiste, c'est ce qu'il serait possible de faire. Si on conditionnait les aides publiques aux entreprises, en étant vraiment dans l'hypothèse la plus basse, on pourrait récupérer environ 30 milliards d'euros. Si on rétablissait l'ISF, et en améliorant son rendement, cela représenterait environ 10 milliards d'euros. Si on taxait les profits des multinationales qui échappent à l'impôt, et si on les taxait uniquement au taux pratiqué en France sur le territoire national, cela rapporterait 14 milliards d'euros. Si on luttait contre la fraude fiscale en moyenne, c'est 80 milliards d'euros par an. Par an. On pourrait récupérer à peu près 10 milliards. Mais on préfère supprimer des postes de fonctionnaires aux finances. Mais bon, si on réduisait les niches fiscales, pas toutes, qu'on les réduise, pas qu'on les supprime toutes. Voilà, je vous dis, on n'est pas non plus, même si on aimerait pour être extrémiste, on fait vraiment, on est soft. On pourrait récupérer 50 milliards. Et enfin, si on taxait mieux les dividendes, ça représenterait à peu près 4 milliards. Alors, on a fait un calcul très simple dans notre fédération, uniquement les territoriaux. On représente 8% de la population active en termes de personnel. Ça représenterait là, dans l'immédiat 9,5 milliards d'euros pour les collectivités. Et là, c'est juste, voilà, c'est vraiment quelque chose de très... Et ça ne touche pas au pouvoir d'achat des habitants. Là, c'est vraiment sur les entreprises, et notamment les plus grosses entreprises, qui ne cessent d'échapper à l'impôt depuis ces 20-30 dernières années. Ce sont celles qui tirent leur épingle du jeu, celles qui récupèrent de l'argent public qu'on nous demande d'économiser. Elles le récupèrent et elles le versent directement dans les poches des actionnaires en dividendes. Donc c'est là qu'il faut aller chercher l'argent. Alors c'est vrai que ça implique un combat beaucoup plus important, ça implique que nous soyons beaucoup plus nombreux convaincus, mais c'est quelque chose dont nous devons être convaincus, parce que continuer à rogner, j'entends nos employeurs, et j'entends les difficultés qu'ils ont, mais à un moment, nous devons tous ensemble nous retourner contre cet adversaire commun, car à force, la fonction publique territoriale et la fonction publique en règle générale sera réduite. Leur projet, nous l'entendons, uniquement les missions régaliennes, police, justice. Et il doit m'en manquer une. Mais voilà, et défense. Donc, est-ce qu'on veut ce type de société-là ? Ou est-ce qu'on veut une autre société, et notamment la République sociale qui avait été pensée par nos anciens au moment du Conseil national de la résistance. Voilà, sans faire du passéisme à tout crin, on a su, aux heures les plus sombres de notre histoire, trouver de l'argent pour développer la France, reconstruire la France. Je pense qu'aujourd'hui, alors que la France est un pays riche, nous avons les moyens, seulement il faut aller chercher l'argent là où il est. Voilà, je ne serai pas plus longue. Merci. Donc et maintenant pour la conclusion, avant un temps d'échange avec la salle, avec Marianne, donc qui est membre de la commission finances à l'Assemblée nationale. Donc comment ont été les premiers combats? On a vu notamment sur des jets du point d'indice la bataille de la compensation. Comment on peut mener ce combat tous ensemble, parce que vous allez le mener à l'Assemblée nationale, mais aussi qu'est-ce que vous avez besoin en tant que député, parce que même si vous faites un travail magnifique avec des collaborateurs et tout ça, vous avez aussi besoin de nous pour... Donc comment aussi on peut aider à mener ce combat pour faire plier le gouvernement et pour aller vers cette nouvelle organisation pour nos territoires, nos collectivités, nos services publics locaux qui nous tenons toutes et tous. Alors bonjour à toutes et tous. Alors merci pour vos interventions.
Moi, je voulais commencer. Bon, oui, effectivement, je viens d'être élue députée, comme j'ai vu quelques collègues camarades dans la salle. Mais avant ça, j'étais élue locale depuis 8 ans à Clermont-Ferrand, élue municipale et métropolitaine. Donc, j'ai un peu ce double regard, à la fois, on va dire, un pied dans les collectivités. Et là, je découvre aussi le travail, le débat parlementaire et les enjeux nationaux, qui sont évidemment tout à fait liés à ce que j'ai vécu avant. Donc, ce double regard, voilà, m'intéresse avec ce que j'ai pu entendre ici. Je voulais quand même mettre un petit bémol, c'est qu'ici nous avons les meilleurs maires, donc le meilleur maire du monde, j'imagine les deux qui suivent, c'est-à-dire que c'est pas comme ça que ça se passe non plus dans toutes les collectivités. C'est aussi un des problèmes que l'on a, c'est que là on a un débat avec des gens qui évidemment ont cette attention pour les agents, pour les services publics locaux, pour les budgets, pour faire en sorte que les missions des collectivités, leurs moyens soient les plus adaptés et surtout préserver les plus vulnérables et les plus fragiles de la population, et avec ce regard évidemment de gauche. Mais ce n'est pas le cas partout, et il y a des mairies, vous le savez très bien, qui ne sont pas gérées de la même manière, où le souci pour les classes populaires n'est pas du tout le même, et encore moins pour les agents. Et c'est là aussi notre difficulté. Tu disais, Philippe, c'était intéressant parce que c'est la concurrence entre les territoires. Et effectivement, ça, c'est un projet politique. La mise en concurrence entre les territoires, mais aussi entre les individus, c'est un projet politique qui est vieux, mais qui s'incarne de plus en plus dans les gouvernements qui succèdent. On l'a vu avec François Hollande, qui a mis en concurrence avec les baisses de dotation, et ensuite avec Emmanuel Macron et son pacte de Cahors, qui a étranglé les budgets de fonctionnement des collectivités. Cette mise en concurrence, elle est stratégiquement mise en place, méthodiquement, et ça en lien avec le discours qu'on entend en fait partout sur les autres services publics. On parlait de l'hôpital aussi. C'est la même chose. C'est la même chose aussi ce que nous on entend au Parlement, c'est-à-dire on ne peut pas tout, on n'a pas assez d'argent, mais regardez, on va supprimer des impôts, on va aider le pouvoir d'achat. Ça a été tout le discours, notamment avec la suppression de la taxe d'habitation, mais qui a des conséquences sur les budgets évidemment des collectivités. Et c'est exactement ce qu'on a pu entendre avec la suppression de l'audiovisuel, enfin de la redevance sur l'audiovisuel public. Et ça, c'est un discours qui est complètement hypocrite, parce qu'effectivement, il y a des impôts qui sont injustes, il faut les revoir, notamment la taxe sur l'audiovisuel, mais sauf que ça, ce qu'on nous donne d'une main est repris systématiquement de l'autre. Et la reprise, on le voit, elle est atténuée au maximum par des maires comme nous avons ici, mais ce n'est pas le cas partout. Et quand elle n'est pas du tout atténuée, ça donne des augmentations de tarifs très importants, par exemple dans les cantines, sur le périscolaire, ça donne des coupes budgétaires sur les politiques culturelles, sur les politiques sportives, ça donne des plans de logement qui sont catastrophiques dans les villes où il y en a plus besoin. Donc ça a des conséquences concrètes dans énormément de collectivités, qu'elles soient rurales ou populaires, ou des métropoles, qui est augmentée aussi par une logique métropolitaine quand même, qui est quand même toute la logique de la métropole. Justement, c'est la mise en concurrence entre les territoires. C'est incarné par la CAM, ce nom qu'on a donné à la compétitivité, avec souvent des cogestions politiques qui dépolitisent aussi les enjeux dans les métropoles et qui donnent justement une gestion, une gouvernance, comme si c'était un peu au-dessus, et que c'était pas de la politique et qu'il fallait gérer comme on pouvait des budgets sans faire des choix. Et tout ça, effectivement, ça a des conséquences concrètes sur les populations les plus fragiles, qu'on trouve aussi bien d'ailleurs à la campagne que dans les zones urbaines ou périurbaines. Moi, c'est ce que j'ai vécu justement à la métropole de Clermont, et aujourd'hui, par exemple, les débats qui traversent la métropole où je siège encore pour quelques temps, c'est l'augmentation du prix de l'eau. Ce qui est quand même aujourd'hui, alors on est en régie, on en est très fiers, sauf qu'on va augmenter évidemment les prix de l'eau parce qu'il faut trouver comment faire passer les budgets. Sauf que la question de l'eau, vous l'avez vu, elle nous traverse fortement cet été, et que augmenter le prix de l'eau, c'est creuser encore plus les inégalités entre toutes et tous sur un bien commun qui est d'autant plus nécessaire et précieux. Alors, comment mener cette bataille ? Moi, c'est ce qui va nous... Enfin, je vais essayer de donner des billes là-dessus, même si je ne vais pas vous mentir. Moi non plus, je n'ai pas la baguette magique. Mais en tout cas, ce qui est annoncé quand même là dans l'immédiat, donc vous le savez, c'est aussi une suppression de la CVAE, qui a aussi des conséquences sur à la fois les départements et le bloc communal. Hein, donc c'est des recettes en moins pour les budgets. C'est peut-être un pacte de Cahors, peut-être pas, on ne sait pas trop. Enfin, il y a eu plusieurs annonces. Hein, quand on lit la Gazette des communes, on se rend compte que c'est encore flou, mais en tout cas, on va resserrer un peu plus. Et puis, il y a cette fameuse purge d'environ 10 milliards, si ce n'est plus, et avec, pour finir, un document du PLF 2023 qui nous donne une baisse en volume de 0,3% de toutes les dotations. Donc, concrètement, c'est ce qui a été dit, on va aller vers une rentrée des budgets 2023 de plus en plus serrée et de plus en plus compliquée.
Alors, moi, alors, il y a le travail qu'on va faire effectivement au Parlement, mais je pense qu'il y a cette radicalité dont tu parlais, il faut qu'elle s'exprime un peu partout. Et ça, dans tous les sujets d'ailleurs, sur la rentrée sociale, hein, toutes les conférences, je pense, vont avoir cette perspective-là, c'est de se dire il va falloir se bagarrer. Parce qu'on va parler retraite, on va parler assurance chômage, on va parler donc la budget des collectivités. Et ce qui fait lien entre tout ça, c'est qu'il y a un besoin de résistance, un besoin de s'unir et oui, évidemment, de résister à ce qu'on nous propose. Moi, je l'ai vu quand j'étais donc élue locale, on avait la question par exemple des intrants toxiques qui a traversé beaucoup de collectivités, beaucoup aussi d'hôpitaux, et c'était, nous, ce qu'on portait par exemple, c'était comment on peut s'unir, comment on peut collectivement résister le hold-up des emprunts toxiques à l'époque, mais aussi au pacte de Cahors, mais aussi au 1607 heures. C'est aussi comment on crée du lien, et c'est ce qui a été dit entre les différentes villes. Et la NUP peut être une bonne échelle, parce qu'on l'a prouvé à l'échelle parlementaire avec les législatives, que oui, on peut y arriver, on peut faire des programmes partagés de rupture avec le libéralisme et le capitalisme, qu'on peut porter ça, et donc on peut aussi à l'échelle des collectivités, avec celles qui sont installées, réussir à se bagarrer ensemble et créer ces liens entre les associations d'élus, les élus locaux, mais aussi les habitants et les habitantes, parce que ce rôle-là effectivement des élus, il peut se faire que si derrière il y a aussi les habitants et les habitantes qui poussent, qui vont revendiquer que oui, non, le prix de l'eau, en fait, il ne faut pas y toucher, il faut trouver d'autres solutions, et les solutions, elles se situent au niveau national. Et là, je vais y venir sur la question de ce qu'on a pu faire déjà en juillet avec le paquet pouvoir d'achat de Macron. Donc il y avait deux lois qui ont été débattues en juillet. Donc il y avait le volet pouvoir d'achat et le PLFR, donc c'est la modification du budget de l'État pour appliquer ce pouvoir d'achat. Et vous avez pu voir que oui, on s'est bagarré et pas tout seul, hein, à l'échelle de la NUP. On a apporté des amendements pour parler d'énormément de sujets qui n'apparaissaient évidemment pas dans ce paquet pouvoir d'achat, qui est d'ailleurs un véritable mensonge, hein, quand on parle pouvoir d'achat, hein, toutes les grandes mesures qui ont été mises en avant. Par exemple, je parlais de la redevance de l'audiovisuel, donc qui est supprimée, qui est compensée là par la TVA. On en parlait aussi. La TVA, effectivement, qui est une grosse recette en ce moment pour l'État. Donc ils ont tout provisionné là-dessus en disant on va compenser, mais sauf qu'en fait, l'inflation elle a bon dos, mais on espère que ça va pas durer. Donc du coup, la TVA, à un moment, les recettes vont forcément baisser, donc ne compenseront pas pour financer l'audiovisuel public et donc un service public indépendant, on va dire. Donc du coup, tout ce débat-là, on dit on rend du pouvoir d'achat, mais concrètement, ça c'est une mini-mesure. Et puis tout le reste, c'était les augmentations qui étaient déjà prévues, en fait, qui devaient s'appliquer automatiquement, donc qui sont juste avancées dans le temps. C'est de l'enfumage, comme on l'avait appelé nous, et notamment sur les collectivités où en fait il a fallu qu'on pousse. Et ce qui est assez étonnant, c'est que des fois à l'Assemblée, il y a des alliances qui se font, qui se créent assez ponctuellement. On ne va pas dire que c'est tout le temps, mais en tout cas sur la question des collectivités, des fois on a quelques alliés un peu inattendus, parfois utiles. Alors pas inattendus tant que ça, hein, on va expliquer pourquoi ça s'est joué comme ça, mais vous l'avez vu, nous avons pu faire passer des amendements contre l'avis du gouvernement, contre l'avis de la majorité, enfin de la minorité présidentielle, notamment sur la compensation de la hausse du RSA pour les départements et pour aider des collectivités locales les plus en difficulté. Ces amendements ont été portés par notre collègue, notamment sur les collectivités, Christine Pires-Beaune, donc qui est au PS, et d'autres par soit le groupe indépendant, soit le groupe Les Républicains. Et c'est des amendements qui donc sont passés, où on a pu augmenter la somme prévue de 120 millions pour les départements, je le rappelle, contre l'avis du ministre, contre le groupe de la majorité présidentielle, et qui a pour conséquence quand même de voir qu'en fait il y a un espace politique pour la première fois depuis longtemps. Nous avons un espace politique fragile qui ne le sera pas tout le temps, hein. Et là il y avait un intérêt notamment pour la droite des Républicains. Alors, il n'y a pas de secret, hein. Les Républicains ont le Sénat, et donc il y a des élections sénatoriales dans pas très longtemps non plus. Donc, ils ont tout intérêt à être sympas un peu avec les collectivités locales et territoriales, et effectivement des mairies. Et donc, pour avoir des sénateurs, il faut avoir des élus locaux, enfin tout ça. Donc là, effectivement, on avait les Républicains qui ont aidé, parce que quand les oppositions votent le même amendement, les oppositions deviennent majoritaires dans l'hémicycle et permettent d'obtenir quelques avancées. Alors, évidemment,
évidemment absolument pas suffisante. Et puis, je ne sais pas si vous avez suivi, quand on arrive à avoir d'autres avancées, notamment sur l'augmentation par rapport à l'inflation pour les retraités, qu'on vote à 18h, bon, ils se rendent compte qu'on arrive à obtenir 500 millions de plus pour les retraités. Bon, à 2h du matin, on revote parce que quand même, ils étaient minoritaires et ça leur allait pas. Donc, la démocratie a ses limites quand même dans l'hémicycle, et donc ils peuvent faire revoter des amendements, ce qui est d'une frustration absolue pour nous, mais maintenant, on sait comment ça se passe, donc on va être très vigilant là-dessus. Mais tout ça pour dire que on peut, par le biais d'amendements, et ça va être le gros travail, notamment sur le projet de loi de finances 2023, qui va attaquer dès la rentrée, où on va être évidemment au travail, nous, élus FI, mais avec tous les collègues de la NUP, et aussi, je pense, avec évidemment les réseaux des élus, avec les collectivités, pour faire ce travail de rédaction, pour être au plus près des besoins, pour aller, d'une part, porter ce débat dans l'hémicycle, mais aussi les obtenir, enfin, ces petites arrachées, parce qu'elles sont importantes. Je prends l'exemple de la compensation de l'augmentation du RSA. Il y a des collectivités, des départements qui ne savaient plus comment ils allaient pouvoir financer ça, qui étaient en train de voir quels services publics justement ils allaient supprimer, quels agents ils allaient pas recruter. Enfin voilà, tout ça a des conséquences concrètes sur la vie des gens, sur nos services publics. Et donc ça donne un petit peu d'air. Alors c'est pas suffisant. Et le vrai débat, mais qu'on va porter et qu'on porte dans la CGT, qu'on porte dans nos organisations politiques, c'est la question du partage des richesses. Il est là. Enfin, ça, c'est le problème. C'est le débat structurel, fondamental qu'on doit mener partout. Et c'est ce que tu as commencé à lister. Et rien que là, on a quand même une bonne somme qui arrive. C'est comment on partage les richesses. C'est comment on rétablit l'ISF. Comment on augmente le SMIC pour augmenter les autres salaires. Comment on fait en sorte que les dotations aux collectivités soient bien plus importantes en fonction des besoins des populations. Parce que y a des populations aujourd'hui qui sont dans une extrême précarité. C'est pas vous que je vais l'apprendre. Mais la commune est aussi le premier rempart à ça. Et le premier interlocuteur à la pauvreté, à la précarité. Et si on ne donne pas les moyens, on est face à une crise qui est énorme. Nous, on voit notre pouvoir d'achat, moi non plus, j'aime pas ce mot, notre pouvoir de vivre aujourd'hui, quand on fait nos courses, on se rend bien compte à quel point il est mis, enfin voilà, on est attaqué sur une collectivité, c'est encore, enfin voilà, c'est à la fois on est face aux gens qui vivent cette augmentation, et puis on a aussi nos propres budgets qui sont pas possibles à boucler. Et sur le partage des richesses, on l'a dit, et on a mené une bataille qui va être aussi celle de la rentrée, moi je vous invite à la suivre, c'est l'attaque sur les profiteurs de crise et les super profits. Cette bataille-là, il faut la mener partout, partout. On est l'un des seuls aux pays européens, même l'OCDE, l'ONU, tout le monde appelle à taxer les super profits qui ont été faits par les grandes multinationales comme Total. Le gouvernement en France refuse de le faire. Ça a été fait dans dans énormément de pays européens. L'Angleterre nous montre un peu le chemin, et pourtant c'est pas des gauchistes, hein, c'est quand même encore des bons libéraux. Et il se passe des choses. Et nous, on doit mener cette bataille parce que c'est pas qu'une question idéologique, c'est que c'est des recettes supplémentaires immédiates qu'on peut faire entrer dans les caisses de l'État et qui peuvent faire rempart à cette pauvreté, à cette précarité qui augmente partout dans notre pays. Donc voilà, moi je pense qu'il va falloir effectivement avoir une rentrée offensive de notre côté, offensive du côté syndical, un front social et politique sur ces questions-là qui est nécessaire, un front unitaire, on a montré le chemin au mois de juin sur les élections, il faut continuer, et des perspectives d'ailleurs un peu plus lointaines. Il me semble que la bataille des futures élections locales qui paraît lointaine, elle commence aussi maintenant. Il faut que maintenant notre formation, notre alliance et stratégiquement en tête, de se dire qu'il faut aller prendre le maximum de villes, il faut être présent partout, parce que comme tu le disais, la ville c'est un des meilleurs échelons pour mener des expériences, pour expérimenter, et on en a d'autant plus besoin sur la question de la planification écologique. Et l'échelle communale, elle va être nécessaire, et ça il faut l'avoir en tête, parce que c'est un des énormes chantiers devant nous qu'on doit mener collectivement. Donc voilà, moi je pense qu'il va falloir résister, ramener de la radicalité, et dès la rentrée être prêt à mener ces batailles-là, nous au Parlement, mais en lien évidemment avec toutes les luttes locales qui doivent se mener de manière évidemment la plus large possible, la plus unitaire possible. Merci. Donc on va prendre quelques interventions. Oui, alors je vais vous demander de faire court, parce qu'on n'a plus trop le temps, parce qu'on a eu des interventions riches et passionnante, donc pour qu'on puisse répondre. D'accord, on doit aller très vite. Alors, donc Marc Perret, je suis maire d'une commune, maire France Insoumise d'une commune de taille moyenne, 15 000 habitants, et conseiller départemental en Haute-Garonne. Donc j'ai bien écouté tout ce qui a été dit là.
effectivement, mes collègues font état de très grandes difficultés qui sont devant nous. Et d'ailleurs, j'ai une petite insatisfaction parce que j'ai confiance dans le combat qui va être mené pour le projet de loi de finances 2023, avec la possibilité peut-être de gratter quelques centaines de millions ou milliards. Moi, je rappelle que le 14 avril 2014, Valls, quand il a été nommé Premier ministre, il a enlevé 11 milliards aux collectivités. Là, j'entends ton optimisme, camarade, mais j'ai une inquiétude, c'est que ce que j'entends aussi, c'est que à nouveau, effectivement, ça a été dit, je crois que c'est toi qui l'as dit, 11 milliards vont être enlevés encore. L'augmentation des prix, ça a été dit, nous c'est plus 20, plus 30% des dépenses quotidiennes qui vont être affectées. Donc moi, pour ma part, je suis extrêmement pessimiste et je pense qu'à la fin, malheureusement, ce qui risque de se passer, c'est l'augmentation de la taxe foncière qu'on fait payer. Parce que là, on fait des économies, nous aussi on éteint la nuit, ça marche bien, mais tout ça c'est des petits bouts de chandelle, si j'ose m'exprimer ainsi. Par contre, je voulais juste insister sur un fait qui s'appelle, où on devrait discuter ensemble, parce que c'est pas des choses anodines qu'on pourrait faire. Ça s'appelle la désobéissance civile. C'est-à-dire que nous, on l'a expérimenté une fois. Alors, j'ai pas d'exemple concret à donner pour 2023, comment faire pour rentrer en lutte, parce que nous, on est des mairies révolutionnaires quand même, donc on doit faire autrement que toutes les autres mairies. Moi, je donne un exemple, en toute modestie. On a un magasin casino, un géant casino chez nous, et un jour, Casino est venu nous dire, dimanche après-midi, et toutes les nuits, on va ouvrir. Et donc, nous, on s'est renseigné, c'est la loi, ils ont le droit de le faire. C'est le code du commerce, ils ont le droit de le faire. Et puis, nous, on a décidé de dire, non. Je donne un exemple, non pas pour mettre en avant notre commune, mais pour symboliser ce que peut être une désobéissance civile. On a dit, non, on vous interdit, et moi, j'ai signé en tant que responsable de la police municipale, j'ai signé un arrêté en disant interdiction d'ouvrir le dimanche après-midi, monsieur Casino, et interdiction d'ouvrir la nuit. Totalement illégal. C'est-à-dire que le préfet nous a appelé 2 fois et nous a dit vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est contraire au code du commerce. Vous devez les laisser faire. Est-ce que vous pouvez retirer votre arrêté? Et nous, on a dit non, on ne le retire pas et on ira au tribunal. Parce qu'à ce moment-là, le préfet doit saisir le tribunal. Il ne peut pas annuler un arrêté pris. Ça s'appelle la désobéissance. Et finalement, Casino, au bout d'un an, a lâché l'affaire. C'est-à-dire que le Casino a dit bon, on laisse tomber, c'est pas une bonne idée. Il y a de la résistance. Donc moi, ce que je voudrais dire aux collègues qui est responsable du réseau des élus, c'est aussi envisager ce côté révolutionnaire qui serait de prendre des arrêtés ou prendre des décisions, alors là, d'un point de vue budgétaire, puisque c'est le sujet, qui seraient certes illégales, et on le sait, mais qui entraîneraient le fait que le préfet viendrait nous chercher en nous disant vous n'avez pas le droit de faire ça, et derrière, un procès au tribunal administratif, et là, on a une bonne tribune pour défendre nos idées révolutionnaires. Merci. Alors, je t'invite à aller le dire ce soir à l'Assemblée Générale des élus. Et par contre, juste de faire court, parce qu'on peut de la désobéissance civile sur la salle, sur la conférence d'après, ça ne va pas être possible. Donc j'avais là. Donc là, il va falloir... Non, moi, je suis juste élue dans l'opposition d'une petite ville de 20 000 habitants en Bretagne. Et en fait, c'était la même type de question, parce qu'en fait, on veut aller dans le concret. Que peut faire concrètement quand on est salarié pour lutter, pour combattre, on fait la grève. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Donc là, on a parlé de désobéissance civile. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment, en fait, pour lutter, pour combattre? Merci. Donc j'avais là, après là-bas, et après je passe de l'autre côté. Bonjour. Moi, j'avais une toute petite question qui s'éloigne un peu, mais pas tant que ça, quand on voit le rapport à la taxe foncière et aux moyens que ça demanderait pour être mis en place. C'était par rapport au zéro artificialisation nette, qui préfigure un peu la règle verte, en fait, au niveau de l'urbanisation et de l'aménagement du territoire. Comment est-ce que je sais que ça peut être très difficile à envisager au niveau du territoire. Comment vous l'envisagez à la France Insoumise Alors là, dans le temps imparti, bonne chance. Alors après, c'est les questions à qui veut gagner des millions en temps imparti. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Anthony Youssef, vice-président étudiant du Crous Grenoble-Alpes. Du coup, je viens vous parler de la situation Crous, qui est en fait exactement la même, c'est-à-dire que la financiarisation des Crous
a fait en sorte que le Crous est maintenant limité dans sa capacité à répondre aux besoins d'hébergement et de restauration auprès des étudiants et des étudiantes. Voilà, donc c'est vraiment l'exemple type de il n'y a plus d'argent. Hein. C'est l'argument massu qu'on nous sort en tant qu'élu étudiant à chacun des conseils d'administration. Donc j'avais une petite question, c'est déjà comment vous, au sein de vos conseils, vous avez fait pour lutter contre cet argument massu qui en fait empêche tout débat, parce qu'en fait on vous dit il n'y a pas d'argent, bon bah on peut pas le faire. Voilà, donc c'est vraiment une question très technique sur comment répondre radicalement à cet argument. Et toute petite deuxième question, vous l'avez dit, il faudra être présent partout, dans les conseils, dans les instances, dans les mairies de toutes les villes. La question, c'est qu'en fait, être formé et pouvoir avoir une mandature correcte et qui puisse pouvoir convaincre les électeurs et puis faire ne serait-ce qu'un bon boulot en tant qu'élu, bah, ça nécessite d'avoir des connaissances idéologiques, historiques, des réflexes, des connaissances juridiques. Quand est-ce qu'on abordera au sein soit de l'AFI, soit de la NUPS, cette question qui est la formation des nouveaux élus, parce qu'en fait, tout ce que vous dites là, c'est super intéressant, mais si on se contente de le lire une seule fois par an, je pense que ça ne sera pas suffisant, et il y a vraiment un enjeu quantitatif sur le nombre d'élus qui vont être formés à ces questions. Et voilà, est-ce que c'est en réflexion au sein du groupe, au sein du parti? Merci. Alors j'avais là. Bon. Bonjour, moi je suis Cathy, j'habite les Hautes-Pyrénées, je suis adhérente LFI. Je voulais vous demander comment sont attribuées les dotations de l'État, c'est-à-dire sur la base de quoi? Parce que j'ai l'impression, enfin moi je suis comme vous, hein, mon idéal c'est l'idéal républicain, et je me suis promenée dans les Pyrénées-Orientales cet été et j'ai eu l'impression d'être dans une république bananière. C'était incroyable. J'étais, il y a Jean Castex, hein, voilà, qui est maire de Prades, qui doit certainement avoir aussi un rôle au niveau du département, je ne sais pas exactement, mais j'ai été frappée de constater que toutes les routes avaient été refaites, sont des routes de montagne. Moi j'habite les Hautes-Pyrénées, on n'a pas les mêmes routes. Hein. C'est incroyable, hein. Ils avaient refait toutes les surfaces, mais également toutes les couches de roulement, enfin les structures. Hein. Tant qu'on y est, allons-y. Et puis j'ai été hébergée par quelqu'un qui se trouvait être le maire d'une petite commune pas très loin, et il était très fier de me dire que il avait eu 9 millions pour sa piscine, 800 000 euros de dotation. Enfin lui, il avait aucun problème. Hein. Je peux vous donner l'adresse, mais ça me sidère. Voilà. Ah bah, au niveau de la région, allez au Puy-en-Velay, vous allez voir, c'est à peu près pareil. Bonjour, Geoffrey Giraudon, donc je suis élu d'une petite commune sur Saint-Lambert-d'Albon, au nord de la Drôme, et je suis trésorier du syndicat CGT Archaglo, qui est la communauté d'Aglo, qui est juste au nord de Châteauneuf. Et donc nous, on peut voir comme quoi que justement, il y a sur les conditions de travail, on voit comme quoi que ça se dégrade très fortement, surtout dans le milieu de la petite enfance, où justement on voit que ce côté-là, les agents sont en train de partir. Donc c'est bien que des élus de gauche justement disent comme quoi qui sont pour les conditions de travail et les améliorer. Ça fait plaisir. Ma question, elle portait en fait sur les fusions. Vous avez parlé de décentralisation. Ici, le 13 août, le Dauphiné, par la Cour des comptes, a dit comme quoi que voudrait voir fusionner Valence Romain Aglo, la communauté de communes Rhône Crussol et Archaglo, parce que ça rentrait dans un bassin de vie. Alors, est-ce que la Cour des comptes peut obliger justement les communes à faire fusionner les intercommunes? Merci. En attendant, là-bas. Et après, j'arrête parce qu'il faut répondre, sinon après, on va se faire chasser. Voilà. Non, la désobéissance civile sur le temps de la salle aux amphis, c'est pas aujourd'hui. Bonjour, moi je suis élu par malheur en Ile-de-France et plus précisément dans le Val d'Europe agglomération à côté de chez Mickey où la droite est à fond, et j'ai décidé de me présenter face à Franck Riester à la députation. Et je rejoins la question de madame sur les subventions. En fait, on a besoin d'élus locaux, d'élus régionaux et départementaux, parce qu'en fait, il y a une véritable mainmise féodale. On a des élus qui sont là, qui ont toutes les salles quand ils veulent, qui ont des tapis rouges partout. Chaque fois que nous, on a fait des demandes dans les lycées, dans des établissements publics, on nous refusait. Et lui était reçu en tant que ministre et avait le tapis rouge déroulé partout. Donc en fait, c'est au-delà des subventions qui sont attribuées un petit peu à la bonne volonté de chacun à chaque échelle. C'est aussi du coup au niveau de l'élection
de permettre de s'impliquer là-dedans et de se battre à ce niveau-là. Merci. Et la dernière, très très court, et après on va faire très très court sur les réponses. Donc s'il n'y a pas des réponses sur tout, on peut revoir, on est là encore la journée. Alors, Pierre Amaury, donc député du Rhône. Tout à l'heure, tu disais que les LR pouvaient être nos alliés, pas dans le territorial, puisqu'il y a quelques semaines, je me suis retrouvée lourdée de mon boulot, parce que de gauche, parce que je soutenais la NUPES, et Jean-Luc Mélenchon, le maire de Brignais, m'a vu sur le marché de Brignais tracté, avec les tracts. Et il y a quelques semaines, je me retrouvais être convoqué par mon chef, qui pourtant, eux, était stationné mon boulot, me dire « Merci, ton contrat n'est pas renouvelé ». J'ai beau le solliciter, aucune réponse de son cabinet. J'ai appelé son cabinet hier. Elle n'a pas su quoi me dire. Aucune réponse. Répression syndicale et militante. On va refaire dans le même ordre et essayer de tout se partager. Vas-y. Rapidement, quand je parlais tout à l'heure il faut repenser la décentralisation. Ça passe bien évidemment par l'allocation des moyens. Il y a aujourd'hui des usines à gaz exceptionnelles sur la dotation globale de fonctionnement. On donne tant d'argent à un habitant. Il y a énormément de critères. Et en fait, chaque fois que vous déplacez un curseur, vous diminuez pour qui vous voulez ou vous augmentez pour qui vous voulez. À côté de ça, il y a des dotations de péréquation, dotation de solidarité rurale, dotation de solidarité urbaine qui viennent couvrir des charges sociales. Insuffisant à chaque fois, évidemment. On pourrait imaginer demain, par exemple, au nom de la dotation globale de fonctionnement, dont certaines communes ne touchent plus d'ailleurs, on considère qu'un habitant, ça a le même niveau de dépense. Cette affirmation est fausse. Cette affirmation est fausse. Un enfant à scolariser est une charge constitutionnelle pour une commune. Pas une personne retraité ou même pas un actif. Un maire, c'est dans ses obligations légales, maternelle, école. Conservatoire, on n'est pas obligé. Je rappelle que la restauration scolaire, c'est pas une obligation légale non plus. Le périscolaire non plus. Le sport non plus. Et donc, moi par exemple, je milite avec quelques-uns pour dire qu'il faut installer une dotation de surcharge scolaire parce que les communes qui sont extrêmement jeunes ont mathématiquement, démographiquement, objectivement, un coût différent. Et aujourd'hui, moi, j'ai les 2 tiers de mon budget qui passent en fait dans l'enfance, la petite enfance et la jeunesse. Pour gérer des écoles, puisque je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai une population extrêmement jeune, 30 000 habitants, j'ai 15 écoles maternelles, 12 écoles primaires, l'équivalent d'une ville de 60 000 habitants. Et on ne me donne pas les moyens pour assumer cette charge, encore une fois, très objective. Et quand il y a une explosion du coût de l'énergie, je ne vous raconte pas, puisque les écoles, il faut les chauffer. Sauf si on continue à penser à faire des économies d'économie, on ne remplace pas le piano pour les enfants. Voire même, je disais tout à l'heure en rigolant, on va peut-être baisser le chauffage chez les crèches. On va acheter des couvertures supplémentaires. Donc, et sur la Cour des comptes est le cheval de Troie du libéralisme. Et donc, la Cour des comptes a initié, dans l'esprit de nos responsables, et de nos élites bourgeoises, l'idée qu'il fallait se regrouper pour se regrouper pour se regrouper. Les régions est une aberration sans nom. Ça a fait des économies, mais pour personne. Et la Cour des comptes ne le rappelle jamais d'ailleurs, parce qu'elle a poussé à cela. Moi qui suis élu intercommunal depuis très longtemps, les intercommunalités, je trouve qu'il y a du bon sur des bassins de vie, sur des bassins hydrauliques, sur un certain nombre, beaucoup plus pertinent, mais c'est mon avis personnel, que des questions de département ou autre. Voilà, je me tais sur ça. Juste, pardon, sur la décentralisation et sur l'allocation des moyens. Il y a un autre sujet, je réponds à monsieur, le préfet a un pouvoir discrétionnaire. Et qui dit pouvoir discrétionnaire, c'était l'un des combats que nous avons menés avec un certain nombre, suite à l'appel de Grigny en 2017. Vous savez, c'est le jeu de bento. Il y a l'État qui dit, on vous donne de l'argent, vous, aux villes, et puis au bout d'un moment, il s'amuse à faire ça. Il pleut toujours là où c'est mouillé. Et donc, on n'arrive jamais à identifier les circuits qui permettent de dire
un gouvernement ou un ministre, il y a 300 millions d'euros, 400 millions, des milliards qui vont venir sur les territoires, on n'en voit pas la couleur. Et donc, par exemple, autre proposition concrète, je demande la création d'une cour d'équité territoriale pour pouvoir suivre concrètement entre le moment où il y a l'annonce, voire le vote à l'Assemblée nationale et au Sénat, et voir concrètement comment c'est là. Parce que concrètement, oui, y compris des préfets ont des pouvoirs discrétionnaires. Je ne prendrai qu'un exemple, la dotation de soutien à l'investissement local. Le préfet fait ce qu'il veut. Merci. Donc, on va donner la parole à Marianne très vite. On va demander de faire très vite parce qu'on va avoir quelqu'un qui va nous dire de partir. Donc, voilà. Moi, je fais très rapide et puis moi, j'anime une autre conférence juste après. Je voulais juste préciser sur les Républicains, mon propos, ce ne sont pas des alliés en temps normal. C'est juste eux, ils ont un intérêt tout à fait ponctuel à aller aussi gratter des choses à ce moment-là, mais c'est évidemment dans un intérêt très politicien d'ailleurs, c'est de garder là où ils sont et de pouvoir se faire réélire et garder notamment le Sénat. Par contre, leur logique politique, c'est le libéralisme, c'est la suppression du service public, les agents coûtent trop cher, il faut supprimer les agents, il faut supprimer les services publics, ça ne change pas. Par contre, pour garder leur pouvoir là où ils l'ont, ils vont évidemment aller soutenir ponctuellement quelques amendements, mais je ne me fais pas d'illusions sur la suite de la vie parlementaire où on sera malheureusement très seul pour défendre les classes populaires, les collectivités locales et territoriales et toutes celles et ceux qui en ont besoin dans ce pays. Merci. Non, mais juste pour compléter ce que disait Marianne sur les Républicains, moi, à la région, donc je suis face à Laurent Wauquiez, et je fais un amendement pour que les bourses étudiantes soient augmentées au niveau de l'inflation. Et il m'a dit, non, mais le gouvernement va le faire, donc voilà. Et en fait, en off, on me dit, non, mais vous inquiétez pas, ça va être voté. Donc en fait, oui, mais parce qu'ils ont un intérêt, parce que eux, après, collectivité, c'est eux qui ont les régions, c'est eux qui ont les départements, c'est eux qui ont les mairies. Donc à un moment donné, les Républicains, ils savent compter. Donc voilà, donc c'est pour ça que dans des trucs extrêmement très précis, mais quand aussi, au final, ils ont un intérêt. Donc Guillaume et après Natacha. Merci, je vais répondre sur deux, trois choses. D'abord sur les formations. Alors si vous ouvrez votre programme, page 15, vous retrouverez les formations des élus qui est organisé par le formateur des collectivités, auquel également le réseau des élus est proche. Vous retrouverez d'ailleurs des formations qui peuvent s'envisager proches d'envisager le côté révolutionnaire, puisqu'on fait également des formations sur les droits et devoirs des élus, et évidemment on va un peu plus loin. D'ailleurs, on a accompagné beaucoup de collectivités qui ont combattu contre les 1607 heures, parce que ça a été une grosse chose qu'il y a eu ces derniers mois, et on a des collectivités où on est dans la majorité qui ont été au tribunal administratif. C'est pas encore tout terminé, mais en tout cas, Delphine aurait été là, elle était vraiment la première aux portes des choses qui aurait pu vous expliquer comment était ce combat. Et évidemment, il y a plein de choses. On va parler de monnaie locale, on va parler d'autres choses qui sont différentes. Et on peut, nous, en tant qu'élus, mais en tant que citoyens, participer à des choses. Et je l'ai dit tout à l'heure, je suis co-initiateur et vice-président d'un comité de défense de la gare. On a mis 44 collectivités sur des rails pour arrêter des trains, pour que les trains s'arrêtent. On peut partout faire des choses. Donc après, il faut être ensemble, discuter et faire en sorte de se mobiliser. Et tout ça, c'est des choses, c'est pas légal. À chaque fois qu'on a arrêté un train, on a porté plainte contre nous. Voilà, faut être clair et net. Il n'y a rien d'autorisé à arrêter un train. Au contraire. Donc voilà. Concernant les dotations, juste une chose, c'est à l'habitant. C'est le nombre d'habitants. Donc oui, Philippe a raison. Moi, je milite également pour qu'il y ait des dotations qui soient données en fonction des compétences. Et les compétences jeunesse et les compétences troisième âge sont très importantes pour les communes. Et évidemment, moi, mon petit village de 937 habitants, il a fait construire une école neuve pour 4 millions d'euros l'année dernière. Donc nos élèves sont très bien accueillis. Mais à l'habitant, on gagne autant d'argent en dotation que la commune d'à côté, qui a autant d'habitants, mais qui n'a aucune école et aucun élève. Et donc du coup, Natacha, pour conclure, et ensuite, souhaite de bons amphis à toutes et à tous, et juste pensez à ne pas laisser de déchets derrière vous, parce que ce n'est pas aux bénévoles qui s'occupent des amphis de nettoyer la salle. Très rapidement, puisque c'est pour conclure, la résistance, effectivement, dans les collectivités,
tant que vous la mènerez, vous aurez toujours les agents à vos côtés. Sur la question des 1607 heures, des maires ont résisté. Certains ont été au tribunal administratif, d'autres se sont fait oublier par les préfets. On a beaucoup de chance. Donc là-dessus, sur des mesures telles que celle-là, vous aurez toujours les agents à vos côtés. Et que de meilleurs liens quand il y a les agents aux côtés des élus et des habitants pour sauver le service public local, parce que c'est bien ce dont nous avons besoin.